je rappelle mon très grand ami Jacques Touchon qui éprouve dans sa chair le handicap physique. C'est plus joli que boiteux quand même. Hein, j'essaye de me rattraper. Et qui va nous emmener dans cette troisième étape de cette première table ronde, qui est l'extrême humilité de la compétence qui reconnaît qu'il ne sait pas. Merci. Alors, j'aurais deux remarques préalables. La première, si je boite, c'est parce que j'ai une botte. Oui, j'ai une botte, donc je boite. Mais personne ne voit au travers de la botte la fracture du tarse. Et donc très souvent, on ne voit que la botte. Je rejoins Carole, et elle a démontré, dans son exposé brillant, la malhonnêteté que nous avons tous. C'est-à-dire que dans les deux, en toute gentillesse, Carole, mais tu vas voir, parce que tu l'as annoncé, cette malhonnêteté. Quand on veut démontrer quelque chose, on trouve toujours dans la littérature de quoi démontrer ce que l'on veut démontrer. Et par exemple, il y a eu la présentation de deux études, le bapineuzumab et le solenazumab. Cette étude précise de ces deux études a été le fondement de changement de paradigme. Le bapineuzumab, efficace sur les biomarqueurs, pas efficace sur la clinique. Le solenazumab, efficace sur des formes légères, mais une action sur les biomarqueurs incompréhensible et pas cohérente. Conclusion, si on prend l'exemple du solenazumab, on tire des conclusions un petit peu différentes que si on ne prend que un petit peu différentes, que si on prend une... Là, je viens d'écrire un édito que tu diras là-dessus, justement. Non, c'est pas... Non. C'est comme l'histoire de la botte, je crois qu'on s'aveugle tous. Alors moi, je voudrais vous parler d'autre chose. On a fait toute une série d'erreurs. Et les idées ont évolué. On a commencé par considérer que la maladie d'Alzheimer, c'était la démence de type Alzheimer. Et évidemment, il y a eu énormément d'erreurs, parce que cette maladie, comme toute maladie, ne peut pas se définir par sa phase terminale. Et là, je rends hommage à l'étude Packwood qui a pu montrer que 12 ou 14 ans, je ne sais plus, Carole, avant le diagnostic, il y avait des signes neuropsychologiques, en particulier une diminution de l'affluence verbale, mise en évidence par cette thèse d'Isaac. Ça a été très important dans l'évolution des idées. Parce qu'ensuite, on doit à Ronald Peterson d'avoir développé le concept de MCI, du Mild Cognitive Impairment, et d'avoir affiné progressivement ce concept, qui était très critiquable au début, pour en faire une forme non démentielle de maladie d'Alzheimer. Les Européens, Bruno Dubois en particulier, a voulu, mais je pense que le combat est perdu d'avance, vu la puissance des Américains, développer un concept tout aussi intelligent, qui est celui de maladie d'Alzheimer prodromale. Et ce qui est apparu plus récemment me paraît encore plus pertinent, à savoir qu'on parle maintenant de troubles subjectifs. Et lorsqu'on interroge de façon précise, lorsqu'on accompagne de façon précise les patients atteints par cette maladie, on sait qu'il y a toute une phase qui précède le MCI ou la phase prodromale, où les signes sont subjectifs, c'est-à-dire qu'il n'y a que le patient à se rendre compte que quelque chose d'anormal se passe dans son cerveau. Et donc ce déplacement de la maladie vers des stades de plus en plus discrets me paraît avoir été un progrès important. C'est là où interviennent les biomarqueurs qui ont permis de dire ces stades de troubles cognitifs légers, ils sont
associées à des lésions, plaques et DNF et dégénérescence. Et que donc, il s'agit d'un processus pathologique, Alzheimer, qui donne donc, avant de créer la démence, des troubles beaucoup plus discrets. Ensuite, on a eu l'étonnement de voir que dans les symptômes subjectifs aussi pouvaient exister des lésions de type Alzheimer. Puis il y a l'étude des NAN study, qui montrait que des sujets normaux, même sans plainte, pouvaient avoir des lésions de type Alzheimer. Et donc là, on a créé en quelques années une sorte de continuum avec, bien sûr, la clinique au départ, mais l'appui des neuromédiateurs qui permettaient, des biomarqueurs qui permettaient de faire donc, le diagnostic très précocement, et donc même bien avant que les premiers symptômes apparaissent, diagnostic des formes asymptomatiques de maladie d'Alzheimer. Et parallèlement, une recherche tout aussi active concernant les thérapeutiques et qui, elle, a abouti à un échec, avec un échec itératif, avec peut-être déjà l'illusion qu'on allait trouver pour la maladie d'Alzheimer le traitement, le médicament. Alors qu'on avait la leçon du sida, où justement, ça n'a pas été un médicament, mais plusieurs médicaments. Et dans une maladie complexe comme la maladie d'Alzheimer, comment espérer qu'un médicament allait pouvoir résoudre ce problème-là? Et là, on a essayé d'analyser. D'abord, on a été fasciné par la relation entre une anomalie génétique et une anomalie du métabolisme de l'APP conduisant à la protéine bêta-amyloïde et à la plaque. Et on a concentré tous les efforts thérapeutiques là-dessus, avec une sorte de naïveté qui faisait que, et Audrey l'a évoqué, lorsqu'on trouve quelque chose qui marche sur une souris, il y a une étude dont j'ai oublié la référence, mais on part de 10 000 molécules qui marchent sur une souris, on arrive à un médicament. Et là, on trompe les personnes qui sont dans l'attente d'un traitement, et on voit apparaître dans la presse le traitement, encore le traitement de la maladie d'Alzheimer a été découvert. On trompe les gens. Et puis aussi, on a fait des erreurs tellement on a envie de trouver que vous savez que dans le développement d'un médicament, il y a la phase, au niveau développement chez l'homme, la phase 1, chez des sujets sains, la phase 2, petit nombre chez des sujets malades, et la phase 3, grand nombre chez des sujets malades. Les résultats des phases 2, on est allé trouver dans ces résultats uniquement ce qui nous arrangeait. Et effectivement, lorsqu'on passait à la phase 3, sur un plus grand nombre, l'échec arrivait. Et je me rappelle c'était pour le tarin-fluorbide, peu importe le nom, un grand papier de Paul Eisen qui disait « A shot in the goal », un coup dans la cible, un tir dans la cible. Après le résultat de la phase 3, Bruno Velas, a shot in the goal that miss. Un coup dans la cible qui a loupé. Et ça, cette leçon des phases 2, cette prudence, d'abord chez l'animal, ensuite dans les phases 2, avant d'engager des sommes incroyables et des espoirs fous, ça a été une des leçons récentes. Il y a eu aussi, et là, moi je suis content d'avoir rencontré Alois Alzheimer aujourd'hui, parce qu'il m'a dit aujourd'hui des choses qu'il ne m'avait pas dit auparavant. Je pensais que lui aussi, il était fasciné par la protéine bêta-amyloïde, la plaque, tout ça.
Mais qu'il ait dit que c'était peut-être avant que ça se passait, me paraît alors là tout à fait passionnant. Quand Schenck, qui a eu l'idée de vacciner, d'immuniser des souris, des modèles de souris qui avaient des protéines bêta-amyloïdes dans leur cerveau, il a pensé que l'immunisation pourrait être une solution. Et en 1999, il a publié ses expériences. Il y a eu tout de suite un essai thérapeutique qui a échoué. Mais surtout, en 2002, il écrit dans Nature un papier où il dit « The end of a beginning ». C'est-à-dire, ça y est, on a trouvé, c'est la fin du début de nos errances, on a trouvé, on y est. Et en fait, échec, 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 échec complet pour le bapineuzumab, échec quasi complet pour le solanezumab. Et là, on voit apparaître les tauistes, ceux qui disaient, avec beaucoup d'arguments, que cibler la dégénérescence neurofibrillaire et la protéine tau était peut-être plus intelligent parce que cette lésion-là, elle est corrélée à la clinique et que la marche de la lésion correspond à la marche de la clinique. Pourquoi avoir négligé pendant si longtemps cette piste? Et donc, l'idée maintenant est de développer des médicaments sur cette cible, d'autant qu'on a découvert, là tout récemment, des biomarqueurs qui permettent de marquer cette protéine tau dans le cerveau, comme on marque la protéine bêta-amyloïde dans le cerveau. Mais l'idée qui me paraît fondamentale, c'est Claude Bernard qui l'a évoquée. Il disait « Une théorie n'est ni vraie ni juste, elle est fertile ou stérile. » Et je pense qu'on doit, à la lumière des résultats récents, se demander si les théories pourtant brillantes de la cascade amyloïde ne sont pas stériles et qu'il faudrait alors changer de direction et peut-être essayer d'aller avant. Et donc, il y a eu de nombreuses illusions, de nombreux échecs, mais surtout, il me semble que l'illusion la plus inquiétante est de penser qu'on pouvait guérir cette maladie avec un médicament et de négliger toutes les stratégies de prévention qu'on commence à bien connaître. Et que ces stratégies de prévention, c'est le Benjamin Franklin qui disait « An ounce of prevention is better than a pound of cure ». Un gramme de prévention est mieux qu'un kilo de traitement. Et on a négligé ça. Et Carole a évoqué que peut-être la diminution de la prévalence de cette maladie qu'on observe actuellement dans les pays occidentaux est peut-être due à une prévention un peu meilleure, et en particulier des facteurs de risque vasculaire. Les études multidomaines telles que le MAPT Study qui a été initié par Bruno Vellas sont peut-être une ébauche de réponse à ce dilemme. Alors on est confronté à des progrès extraordinaires pour faire le diagnostic d'une maladie, mais peut-être que ces outils sont là et arrivent trop tard. Et l'impuissance thérapeutique, parce que pour nos patients, on ne peut proposer que de la prévention, et jusqu'à présent, on ne le fait pas assez. Est-ce qu'on doit annoncer le diagnostic grâce à ces biomarqueurs, comme l'évoquait Audrey? Pendant quelque temps, j'ai presque fini. Je la sentais derrière moi, là, je me suis dit, oh là là, comme je suis fragile. Et non, je ne sais même plus ce que je disais, là. Elle me trouble, hein? Qu'est-ce que je disais? Elle n'a pas écouté. Bon.
Oui, bon, écoutez, je vais inventer. Hein. Non, je pense que là, on n'est pas totalement désarmé. Et on est confronté à ce qu'a évoqué Audrey, une demande de nos patients. Ils veulent savoir. Et les lois récentes ont modifié, ont appuyé une modification qui existait déjà. Ils veulent savoir. Et de quel droit on va cacher? Et c'est là où toute la difficulté dans notre pratique va arriver. Ils veulent savoir, ok, ils ont le droit de savoir. Comment leur dire? Comment leur dire? Il y a quelque chose que j'ai l'habitude de dire aux étudiants, c'est que ce que je dis n'est pas exactement ce que j'ai voulu dire. Ce que j'ai dit n'est pas exactement ce qui a été entendu. Et ce qui a été entendu n'est pas exactement ce qui a été compris. Et donc là, on est confronté à une demande justifiée de nos patients et à la difficulté de l'annonce, avec les désarrois psychologiques que cette annonce peut entraîner. Mais est-ce qu'on est vraiment désarmé? Est-ce qu'on a pour nous que l'échec du bapineuzumab et l'échec du solanezumab? Non. Il y a la prévention. Et on sait que notre cerveau est plastique et que la plasticité neuronale, jusqu'au bout, caractérise notre cerveau, même si elle est moins puissante quand on a 90 ans que quand on a 3 ans. Notre cerveau est plastique et les stratégies de prévention sur ce cerveau plastique peuvent avoir une certaine efficacité qui peut être déjà une réponse à la demande de vérité sur leur état des patients.